Excellences, messieurs les ambassadeurs, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les organisateurs, chers collègues et confrères, mesdames et messieurs, dans ses mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand, ambassadeur de France, raconte comment, se rendant à son poste diplomatique, il fut arrêté à la frontière par un agent sévère et obstiné parce qu'il manquait un cachet sur son passeport. Il renvoya son secrétaire à Paris pour compléter le document, et il passa une semaine radieuse dans le village de Waldmünchen, sans doute en agréable compagnie. Je ne peux pas dire, hélas, que ma journée a été radieuse et je n'ai pas su plier les agents de l'aéroport qui ont considéré que mes documents sanitaires étaient trop récents pour me laisser passer. N'ayant ni le titre d'ambassadeur ni le talent de l'écrivain, c'est le cœur contrit et affligé que j'ai dû renoncer à partir pour vous rejoindre. Je vous prie d'excuser non seulement ma défaillance, mais mon incapacité à convaincre la résistance de la compagnie aérienne. L'idée de s'interroger sur la politique juridique extérieure pour les provinces du Sud est née des arrêts de septembre 2021 par lesquels le tribunal de l'Union européenne a annulé les décisions du Conseil relatives d'une part à l'accord entre l'Union européenne et le Maroc modifiant les préférences tarifaires et d'autre part à leur accord de partenariat en matière de pêche durable. Toutefois, le tribunal décide que les effets des décisions annulées sont maintenus pendant une certaine période. Leur annulation avec effet immédiat serait susceptible d'avoir des conséquences graves sur l'action extérieure de l'Union et de remettre en cause la sécurité juridique des engagements internationaux auxquels l'Union a consenti. Le juge européen préserve ainsi, par cet artifice juridique, les intérêts de l'Union. Mais qu'en est-il des intérêts souverains du Royaume du Maroc gravement compromis? Selon Guy de la Charrière, conseil du Quai d'Orsay et juge à la Cour internationale de justice, les politiques juridiques des États dans l'ordre international ont en commun la volonté des gouvernements de fixer leur conduite en fonction de leurs objectifs politiques, c'est-à-dire selon leurs intérêts nationaux. Cette politique tend à substituer un ensemble d'actions préméditées, réfléchies, à des comportements qui procéderaient de la spontanéité, du réflexe, de l'instinct. Ce lien entre le droit et les intérêts nationaux a été illustré par les conceptions juridiques dans les relations internationales des pays non alignés, des pays du tiers-monde, des pays en développement ou encore des États socialistes, des pays côtiers par opposition aux pays dépourvus de littoral, des États de grande pêche maritime, des puissances maritimes, des pays producteurs de ressources minérales, des pays consommateurs. Au fond, chaque État, par sa politique juridique extérieure, tente d'habiller et de justifier ses intérêts nationaux. Qu'en est-il pour les provinces du Sud? Il ressort de la pratique qu'en matière de politique juridique, l'affirmation des droits du Maroc est vigoureuse. En revanche, on peut penser qu'elle gagnerait à être plus active s'agissant de la défense, notamment devant les juges européens. C'est à ces deux points que je consacrerai ces quelques remarques. Tout d'abord, l'affirmation vigoureuse des droits du Maroc sur les provinces du Sud. Les exposés qui vont suivre vont l'illustrer. Sa Majesté le roi Mohamed VI a conduit au fil des ans une habile diplomatie tendant à faire reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara. C'est une action unilatérale, incitant les autres États à produire des actes unilatéraux qui les engagent dans l'ordre international. Mais il s'agit d'une action conduite aussi à travers des accords internationaux. Tout d'abord, pour les actes unilatéraux, eh bien, s'inscrivant dans la ligne de ses prédécesseurs, Sa Majesté a régulièrement affirmé que le Sahara est marocain et le restera. Et on se souvient que déjà en 1942, le sultan Mohamed V
affirmait que les droits du peuple marocain ne peuvent se perdre et ne se perdront jamais. Et puis, la marche glorieuse, verte, conduite par le roi Hassan II, accompagné par son peuple, a été une action unilatérale marquant la légitimité et la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud. Acte unilatéral également, le retour du Maroc dans l'Union africaine, qui consacre la politique africaine du roi Mohamed VI, qui permet au Maroc de retrouver sa place dans l'Afrique et de gagner de nombreux États à la cause de l'intégrité territoriale du Maroc. Désormais, il n'y a plus que 24 États sur les 193 membres de l'ONU qui reconnaissent la République arabe sahraoui, État fantoche imaginé par l'Algérie, comme le Mandchoukouo par le Japon ou les républiques transpadanes ou cispadanes inventées par la Révolution française. C'est ce qui est de nature à irriter l'Algérie et à expliquer ses rodomontades actuelles face à l'hémorragie de soutien au Polisario. Acte unilatéral, ce sont les reconnaissances qui ont marqué cette dernière période, signal fort donné aux États arabes, donné par l'ouverture du consulat des Émirats arabes unis à Laayoune en novembre 2020, et du côté occidental, reconnaissance de la marocanité des provinces du Sud par le président des États-Unis, confirmé par son successeur cette année. Désormais, plus de 20 États ont formulé une telle reconnaissance et ouvert des représentations consulaires à Dakhla ou à Laayoune, considérant que la réalité du Maroc dans l'intégralité de ses frontières, incluant donc les provinces du Sud, leur est opposable. Et en janvier 2021, la majorité des participants à la conférence ministérielle ont exprimé un soutien fort à l'initiative d'autonomie du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable à ce conflit régional. Tout cela, au fond, consacre le plan d'autonomie unilatéralement proposé par le Maroc et considéré depuis 2007 par le Conseil de sécurité lui-même comme sérieux et crédible. Deuxième observation, l'action multilatérale, bilatérale du Maroc a été remarquable. Des accords ont été signés aux fins de développement et du soutien financier et technique des provinces. Ces accords ne sont pas seulement une politique du développement, ils s'inscrivent dans la politique juridique extérieure. Ces conventions créent une effectivité qui s'ajoute aux effectivités structurelles que sont l'exercice du pouvoir souverain du Maroc sur les territoires en cause et la reconnaissance internationale auquel il donne lieu. Il est donc certain que la multiplication des conventions applicables au territoire des provinces du Sud contribue à renforcer la légitimité de la souveraineté du Maroc sur ces territoires. Et avec une grande fermeté diplomatique, Sa Majesté a pu déclarer que le Maroc n'engagera aucune démarche d'ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain à l'adresse de ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes sur le sujet de l'intégrité territoriale du Maroc. En revanche, s'agissant de la défense juridique de la position du Maroc dans les procès européens, notamment, on pourrait espérer une plus grande fermeté, une action volontaire sur le plan judiciaire. Deux observations. Sur le fond, les récents jugements européens ne sont pas une surprise. Le Polisario, après avoir échoué dans ses entreprises de propagande et d'agitation armée ou révolutionnaire, a adopté une véritable stratégie judiciaire. D'une part, des procédures ont été engagées dans l'ordre interne pour obtenir des décisions judiciaires reconnaissant le droit de l'État fantoche ou d'un peuple sahraoui imaginaire à l'autodétermination, à l'indépendance, à la souveraineté sur ses ressources naturelles. Les juridictions nationales, au Panama, en Afrique du Sud et même au Royaume-Uni, se sont montrées prudentes devant ce contentieux hautement politique et en raison même de ce caractère, alors même que pouvait être invoquée
l'immunité de l'État. D'autre part, le Polisario a saisi la juridiction européenne dont l'accueil a favorisé la multiplication des procédures tendant à dénier la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud. Tout d'abord, le Polisario a agi par des recours directs en contestant la faculté de l'Union européenne de conclure des accords de coopération avec le Maroc, dont le champ d'application territorial s'étendrait au Sahara marocain. Le juge a été saisi de nombreux recours directs en annulation et prononcé des arrêts qui vont tous dans le même sens. L'arrêt de décembre 2015, l'arrêt de décembre 2016, qui évoque l'exploitation des ressources naturelles de cette région qui doit se faire au profit de la population du territoire, qui consacre l'obligation de consulter le peuple du territoire ou son représentant, le Front Polisario. Et ensuite, ce Front Polisario a usé d'une autre procédure, le renvoi préjudiciel, notamment dans l'affaire Western Sahara Campaign en 2018, au titre ou par l'intermédiaire d'une organisation bénévole qui a pour fonction de diffuser la propagande du Polisario relative au Sahara marocain. Le procédé est habile. Le Polisario ou ses complices passent par l'intermédiaire de la juridiction d'un État membre de l'Union, contournant les obstacles de la recevabilité, mais au fond, développent la même argumentation fondée sur le droit à l'autodétermination et la souveraineté sur les ressources naturelles. Mais la décision de la Cour de justice est alors insusceptible d'appel et elle s'impose à la juridiction nationale de renvoi. Malgré le caractère artificiel de la procédure engagée, la Cour s'est déclarée compétente et elle a apprécié la validité des décisions de l'Union à la lumière du droit de l'Union et des règles du droit international telles qu'elle les interprète, en dehors de la présence du principal intéressé, l'État marocain. Par conséquent, désormais, selon la jurisprudence européenne, l'intégration du Sahara marocain dans le territoire du Royaume est contraire au droit international, et en particulier au droit à l'autodétermination des peuples, au droit à l'exploitation des ressources naturelles, au devoir de consulter le peuple du territoire. En ce sens, les affaires jugées le 29 septembre dernier touchent aux intérêts fondamentaux du Royaume, puisque sa souveraineté sur les provinces du Sud est mise en cause. En effet, le tribunal, invoquant ces mêmes principes d'autodétermination et de consentement de la population aux accords conclus par le Maroc avec l'Union européenne, évoque aussi le principe de l'effet relatif des traités. Il en déduit que le Polisario doit pouvoir invoquer la violation de ses obligations à l'encontre des décisions attaquées, dans la mesure où cette violation peut affecter le dit peuple en tant que tiers aux accords conclus par l'Union et le Maroc. Et le tribunal insiste en faisant valoir que l'exigence relative au consentement du peuple du Sahara occidental en tant que tiers aux accords litigieux, au sens du principe de l'effet relatif des traités, n'a pas été respectée. Un tel dictum est inacceptable en droit international. Il n'est en effet de traité qu'entre États souverains, aussi bien au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités qu'au sens du droit international général. Le peuple d'un territoire ne saurait être considéré comme un tiers à un traité. En outre, à supposer que le consentement des populations intéressées fût nécessaire, le juge ignore l'existence des institutions internes des provinces du Sud susceptibles d'être consultées pour l'adoption de règles nationales ou d'accords relatifs au territoire. Enfin, le tribunal juge que les démarches entreprises par les autorités de l'Union
avant la conclusion des accords litigieux ne peuvent être considérés comme ayant permis de recueillir le consentement du peuple du Sahara occidental à ces accords, et que le pouvoir d'appréciation des institutions européennes, dans le cadre des relations extérieures, ne leur permettait pas de décider si elles pouvaient se conformer ou non à cette exigence. Or, en droit international, le Maroc pourrait objecter que le respect des dispositions du droit de l'Union quant au pouvoir d'appréciation des institutions européennes ne lui est pas opposable. Ce n'est pas parce que les institutions de l'Union européenne violent le droit de l'Union, selon la Cour, que cela est opposable au Maroc. Alors il est vrai que la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la COMADER, est intervenue à la procédure. Toutefois, en dépit de ses qualités, elle n'est pas une institution de l'État marocain, titulaire d'un pouvoir régalien ou de représentation de l'État. C'est une entité privée, commerciale, de développement, et elle ne saurait engager l'État ni le représenter dans l'ordre international. Ses représentants, par des affirmations anodines ou aventureuses, ont dit qu'il s'agissait d'une décision politique provisoire, que le Maroc était dans son droit, qu'il aurait gain de cause, que la justice se fera. Mais l'affaire, au-delà des intérêts agricoles en cause, touche à la souveraineté du royaume et à son intégrité territoriale. Ces quelques éléments, parmi d'autres, montrent que le tribunal de l'Union n'a donc pas compétence pour juger des affaires qui touchent à des principes de droit international et à leur objet essentiel, la souveraineté territoriale d'un État tiers. Il met en lumière qu'un organisme comme la COMADER n'a pas l'autorité pour représenter le Maroc dans un tel contentieux de nature hautement politique. De là, ma seconde et dernière observation sur l'absence d'intervention du Maroc. En effet, l'accumulation de décisions de justice européenne, fussent-elles contestables juridiquement, contribue à cristalliser des précédents en une règle de droit international opposable au Maroc, qui ne s'est jamais élevé devant le juge européen contre les procédures introduites par le Polisario, ni contre les errements de la Cour. Par son silence, le Maroc tente à accepter la personnalité juridique du Polisario dans l'ordre international, notamment devant la juridiction européenne. Par sa tolérance à l'égard de la pratique et de la jurisprudence européenne, il tente à rendre opposables des décisions qui portent atteinte à la souveraineté sur les provinces du Sud. En effet, il est bien établi en droit international qu'il pèse sur les États la charge de réagir. L'absence de réaction d'un État à l'égard d'un comportement ou de la thèse d'un autre sujet est de nature à constituer un acquiescement. L'inaction, l'attitude passive d'un sujet du droit des gens, lors de circonstances qui exigeraient une réaction de sa part, est de nature à l'engager dans l'ordre international, notamment à l'égard du juge. Et on pourrait citer de nombreuses affaires devant la Cour internationale de justice dans lesquelles le juge a considéré que la tolérance est un fait incontesté opposable à l'État qui n'a élevé aucune contestation à ce sujet. Dans l'affaire anglo-norvégienne des pêcheries, dans l'affaire du Nicaragua, dans l'affaire de la délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, par exemple, la Cour a précisé qu'un tel acquiescement, par tolérance, par le silence, équivaut à une reconnaissance manifestée par un comportement unilatéral que l'autre peut interpréter comme un consentement. Il ne peut être supposé que ce gouvernement ait pu croire que son silence aurait une valeur autre que celle d'un acquiescement. En l'espèce,
L'attitude du Maroc n'a pas varié. À aucun moment de ces nombreuses procédures devant la Cour de justice ou devant le tribunal, il n'a cherché à intervenir. Par son silence, il accepte donc, de ce fait, les solutions retenues par le juge européen, alors même que d'autres États membres de l'Union, tels la France, l'Espagne ou d'autres, ont pu intervenir au soutien des vues du Conseil contre le Polisario et ses affidés. Pourtant, les règles de procédure applicables devant le tribunal et la Cour eurent permis et permettent encore au Maroc d'intervenir aussi bien dans les recours directs que lors d'un renvoi préjudiciel déclenché directement ou indirectement par le Polisario. Ne serait-ce que pour contester la recevabilité des actions et, enfin, exposer les vues du royaume sur les règles du droit international applicable. En somme, ce que Sa Majesté a fait en Afrique, il faut le faire en Europe. En tant que puissance territoriale en cause, le Maroc est mieux placé que tous les autres États européens intervenants. Souvenons-nous des propos de Sa Majesté le roi Mohamed VI au sommet de Kigali en 2016. Sur la question du Sahara, dit-il, l'Afrique institutionnelle ne peut supporter plus longtemps les fardeaux d'une erreur historique et d'un lait encombrant. L'Union africaine n'est-elle pas en contradiction évidente avec la légalité internationale, puisque ce prétendu État n'est membre ni de l'ONU, ni de l'Organisation de la coopération islamique, ni de la Ligue des États arabes, ni d'aucune autre institution sous-régionale, régionale ou internationale. Dès l'origine de ce contentieux, le Maroc aurait pu contester la compétence du tribunal ou de la Cour européenne pour juger du fond de l'affaire et soulever l'exception d'irrecevabilité des requêtes du Polisario. État tiers, État non européen, le Maroc n'est pas tenu d'accepter que la juridiction de l'Union se prononce incidemment sur une affaire qui tient à sa souveraineté territoriale, a fortiori dès lors que l'ONU est saisie. Sur le fond, le Royaume du Maroc peut faire valoir des arguments fondés sur le droit international, sur l'évolution du dossier du Sahara, dont le règlement ne dépend pas de la Cour de justice de l'Union européenne, mais, le cas échéant, d'instances internationales. Au gré des affaires, le tribunal intervient de façon toujours de plus en plus approfondie sur le droit international applicable à l'affaire du Sahara. Dans ses derniers arrêts, il se réfère à sa propre jurisprudence, à l'interprétation de la Cour de justice et même aux conclusions défectueuses de l'avocat général Watley dans l'affaire Western Sahara Campaign. Ce faisant, il confirme la représentativité du Polisario, sa capacité à rester en justice au nom du peuple du Sahara, ce qui est contraire au droit international, sans que le Maroc soulève l'objection. Par ses arrêts, la Cour de justice s'érige en juge international. Elle interprète de façon erronée le principe de l'effet relatif des traités, elle invoque le droit à l'autodétermination, elle invoque le droit à l'exploitation des ressources naturelles en ignorant l'évolution du droit international. Elle prétend se substituer aux Nations Unies, elle porte atteinte au statut d'un État étranger, elle est un facteur de déstabilisation des relations internationales. Ce serait donc de la désinvolture de la part du Maroc de ne pas réagir à cette tendance délétère, ni à la stratégie judiciaire du Polisario, plus dangereuse que l'agitation armée que ces groupuscules mal équipés entretiennent aux abords des provinces du Sud. Et on ne peut que souscrire aux mots de Sa Majesté Mohamed VI. Aucun règlement de l'affaire du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc
sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie dont la communauté internationale a reconnu le sérieux et la crédibilité. Le Maroc de toujours est l'héritier de l'empire chérifien et sa frontière s'étend historiquement jusqu'au Sénégal, jusqu'au Rio de Janeiro. L'histoire le dit, le droit doit le confirmer. Merci beaucoup.